Je voulais pas qu'à chaque fois qu'on me tende un micro, on me dise alors, ça vous fait quoi d'être la jeune femme députée lesbienne du coin, quoi. Prends garde, tu le sens la menace. Non, sous mon sang la grenade. Sous mon sein la grenade. Sur mon sein la grenade. Voilà. Ouais. Et je connais pas les paroles, mais. Tu connais mal les paroles. Ouais, désolé. De mes chansons. Mais non, ce ne sont pas tes chansons, justement. Non, je sais. Mais on te parle beaucoup de cette ressemblance. Hein. Alors, franchement, ouais. On m'en parle beaucoup dans la rue. Et je crois que vraiment, là où ça a franchi un cap, c'est qu'un matin, il n'y a pas si longtemps, je me suis réveillée et j'ai vu tu sais, j'ai une Google Alert sur mon nom, comme toi, j'imagine. Non. Oh, non, j'ai trop peur. Trop d'angoisse, ok. Et j'ai vu un article de Voici. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je vois un truc lunaire, quoi, genre... Clara Luciani a une sosie dans la politique française. Et donc, en fait, parce qu'elle a tweeté sur le fait qu'on se ressemblait. Et en plus, ce qui est génial, c'est la fin de l'article qui dit, parce qu'ils font un article sur rien, quoi, et qui dit la députée n'a pas choisi de commenter pour l'heure cette ressemblance qui a frappé tout le monde. Tu sais, comme si c'était un sujet d'actualité. Et là, je me suis dit, ouais, la vie est marrante parce que jamais j'aurais imaginé me retrouver dans Voici, tu vois. C'est plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment. Je l'aime bien. J'écoute un peu sa musique. Et surtout, je trouve qu'elle, je sais pas, elle dégage quelque chose d'hyper cool, cette femme. J'aimerais bien la rencontrer en vrai, Clara, si tu m'entends. En attendant, tu n'es pas chanteuse. Non. Tu n'es pas Clara Luciani. Et je chante mal, en plus. C'est vrai? Ouais, c'est pas ouf, non. Ouais. Tu es Alma Dufour, députée de la 4e circonscription de la Seine-Maritime. Tu fais partie de la France Insoumise, du nouveau front populaire. Et j'espère qu'on va apprendre à te connaître différemment, que ce soit au niveau de tes convictions, de tes combats, de l'enfant que tu étais, de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Justement, en parlant de la femme que tu étais et de l'enfant que tu étais, de la femme que tu es aujourd'hui, parle-moi un petit peu de toi, de ton histoire, comment tu as grandi, dans quel cadre familial. Ouais. Alors, mon histoire. Donc, j'étais... Je pense qu'il y a beaucoup de choses, des racines de mon engagement qui viennent de l'enfance. C'est intéressant. Moi, c'est venu très tôt. Les questions sociales, les questions d'injustice, mon engagement. Je me souviens, quand j'avais 6 ans, je regardais déjà la télé, les infos, et j'étais choquée par ce qui se passait à travers le monde. À l'époque, c'était la guerre civile en Algérie, et j'avais déjà des réactions hyper adultes, quoi. Enfin, vraiment, j'étais happée par ça, et en fait, je trouvais insupportable qu'il se passe qu'il y ait des gens qui souffrent. Voilà, c'était quelque chose. Et je pense que ça vient du fait que mon père, il travaille toujours d'ailleurs, je vais l'outer dans le pot, à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, du coup, depuis que je suis petite, il me raconte des histoires de personnes qui fuient la guerre, la persécution, qui essayent de trouver refuge dans notre pays avec plus ou moins de succès, des fois des rejets, etc. Et donc, qui m'a ouvert un peu les portes sur un monde qui est très, très vaste. Et voilà. Et aussi, après, dans le cadre de mon adolescence, j'ai vécu avec ma maman qui a eu une période assez difficile où on a vécu, donc moi j'ai vécu en HLM longtemps, j'ai vécu au RSA, enfin avec ma maman au RSA, et où du coup j'ai connu ce que c'est la difficulté économique dure, quoi, vraiment dure. Et du coup ça m'a poussé longtemps ça a fait naître un sentiment d'injustice très fort et une rage et une colère sociale forte. Mais j'en ai rien fait pendant longtemps. Et j'ai milité assez tard, en fait, bizarrement. J'étais dans mon parcours de vie. En fait, je commençais à militer vers mes 24 ans, 25 ans. Je n'ai pas du tout commencé les manifs, à la fac, etc. Et voilà, mais je pense qu'effectivement, si on cherche les origines, les racines de pourquoi je suis à la France Insoumise aujourd'hui, elles viennent de là, ouais, forcément. Tu dis que ta maman touchait le RSA, que tu vivais en HLM. Donc, je dois comprendre que tu as connu quelque part la galère financière. Ouais. Ouais, ma mère, et donc moi au travers elle, ouais, c'est-à-dire ce qui me frappe, ce qui devient aussi le lot commun de beaucoup de Françaises et de Français, y compris ceux qui bossent, c'est-à-dire moi dans ma circonscription, comme j'en ai déjà parlé, mais des gens sont vraiment très très justes, quoi, très justes financièrement, ne partent plus en vacances, etc. Ma maman c'était ça, elle est jamais partie en vacances depuis 20 ans, jamais un resto, jamais on sortait jamais, enfin voilà, en fait on faisait rien en fait, voilà, et on mangeait que des pâtes, des pâtes. Tu le voyais comment ton avenir? Est-ce que tu pouvais te douter? Est-ce que tu allais imaginer? Alors peut-être pas que tu deviendrais députée, mais déjà qu'en 2012, tu obtiendrais une licence de droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Parce que ce qui est particulier dans mon parcours et qui me différencie aussi de beaucoup de gens que je peux croiser dans le cadre de mon mandat, c'est que
Par contre, ma mère a eu des difficultés financières, mais mon père avait quand même, voilà, il travaillait à la Cour nationale du droit d'asile. J'ai toujours su que je ferais des études quand même. J'avais ma grand-mère qui vivait à Paris, et du coup j'ai pu habiter chez elle aussi tout en étant à la faculté. Donc j'ai connu la galère, et en même temps j'ai pu faire des études supérieures, ce qui n'est pas le cas de très très nombreux jeunes chez moi qui se privent, qui renoncent à plein de choses parce que pas assez d'argent, parce qu'ils sont trop loin de la fac, etc. et dont l'avenir est beaucoup plus cadenassé. C'est vrai, moi j'ai eu cette chance-là, et donc du coup j'estime être très chanceuse, et effectivement faire des études m'a amenée aussi là où je suis aujourd'hui, même si c'est aussi le militantisme après qui m'a fait rentrer en politique, quoi. Tu connais les origines de ton prénom, Alma? Alors il y en a plein dans plein de pays. Oui, je sais. Ah ouais? Alors vas-y, c'est un jeu là. En arabe? En arabe ça veut dire l'eau. Ah, moi j'ai savante. Ah ouais, c'est vrai? Enfin moi j'ai al, et si tu sépares le al qui est l'article et le ma, ça veut dire l'eau, je crois. L'eau, ok. Et savante aussi. Et savante? Ouais, ok. En hébreu? En hébreu, j'ai su. C'est pas un truc avec. Jeune fille. Ouais. Jeune fille. Jeune fille. En italien? C'est pas l'âme comme en espagnol? Âme noble. Âme noble. En latin, donc nourricière, bienfaisante, aimante, encourageante. Qu'est-ce qui te caractérise le plus? Waouh. Jeune fille, âme noble. Et nourricière, bienfaisante, ouais. aimante, encourageante. Ouais, c'est que des compliments. Et en hongrois, ça veut dire pomme. Et Pomme. en ouïghour aussi, parce qu'en fait, apparemment, le ouïghour et le hongrois sont des langues proches. Ok. Parce qu'ils viennent en fait de la même région à la base il y a très longtemps. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Je dirais âme. Âme. Ouais, parce que je dirais que comme tout le monde, j'ai mes parts. Je suis pas que encourageante, je suis pas que aimante. J'ai aussi beaucoup de colère. Mais en tout cas, ce qui me caractérise, c'est que je vis des émotions très intensément, et que j'ai beaucoup d'empathie quand même pour les gens. Mais qui n'est pas que du soutien, qui peut aussi être du combat. Et dans ce sens-là, l'âme, je trouve que c'est plus vaste comme définition de quelqu'un de sensible, quoi, qui s'intéresse au monde et aux autres, quoi. Alma Dufour t'a déclaré être ouvertement lesbienne, mais t'as confié: j'ai toujours l'impression de trahir la cause, car quand tu es LGBTQI et que tu ne t'exprimes pas haut et fort dessus, la communauté a l'impression que tu la lâches, et je ne suis pas dans le placard pour autant. Ouais. Moi, j'avais dans un premier temps envie de te demander, qu'est-ce que ça représente d'être une femme politique lesbienne aujourd'hui, en 2024, en France? Bah, c'est un sujet qui pour moi peut être compliqué, parce que voilà, je voulais vraiment à la fois garder cette sphère-là de ma vie plutôt privée, mais en même temps absolument pas justement le cacher et être dans le placard. Donc c'est vraiment ma définition. Donc quand on me pose la question, je réponds. Quand les débats politiques arrivent sur des sujets qui nous concernent, qui concernent la communauté, je veux m'exprimer, je veux être là. Néanmoins, j'ai aussi vu beaucoup de figures politiques qui, du coup, étaient peut-être cantonnées à ça dans leurs expressions, c'est-à-dire tu es le défenseur de la communauté LGBTQI+, à la télé, sur les réseaux, etc. Et moi, c'est vrai que la racine de mon engagement ces dernières années, elle s'est tournée beaucoup autour de la question du social et de l'écologie. Et en fait, qui sont déjà des combats très difficiles à porter et très lourds. Je suis dans une circonscription aux problématiques sociales infiniment lourdes, etc. Et je sais, ça me paraissait, voilà, je voulais pas en plus me charger plus que d'autres de cette parole-là. Et pourtant, et en fait, des fois, je dis des fois j'ai honte, parce qu'en fait, je bénéficie, comme tous les gens comme moi, des combats qui ont été menés, des gens qui prennent la parole plus et qui se battent sur ce front-là particulièrement. Donc je veux être en soutien, mais je veux pas justement qu'on cantonne les personnes LGBTQI+, à ça, alors qu'en fait elles ont plein d'engagements sociaux qui dépassent la communauté, et souvent il y a des caricatures qui sont faites qui peuvent revenir assez facilement, et voilà, moi je veux montrer qu'on peut être lesbienne, mais très très engagée avec les gilets jaunes, sur le social, sur l'industrie, ce qui est une évidence. C'est une évidence. Mais dans les caricatures qui sont faites et dans les projections qui sont plaquées des fois sur les gens qui prennent la parole pour nos droits, je lis souvent des gens qui disent oui, ils ne pensent qu'à ça, il n'y a que qui les intéresse. Enfin voilà, comme oui, si mais c'était moi aussi segmenté. je l'ai ça à mon voilà, niveau. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je voulais voir. Voilà, je voulais essayer de créer une espèce de voie de traverse. Peut-être que j'ai pas encore tout à fait réussi d'ailleurs. En revanche, les élus de la République qui sont hétéros ne sont pas ramenés à leurs conditions hétéros tout le temps. Ils ne sont pas casifiés en défenseurs des hétéros. Pourquoi toi tu le serais, tu vois? Quelque part, ça te... Mais parce que la société est comme ça.
parce qu'on te demande du coup voilà, on te catalogue tout de suite, ça devient une étiquette à porter, tout comme le fait d'être une jeune femme en politique, on va te ramener à ça. Enfin, tu es une anormalité, enfin, tu vas pas forcément au mauvais sens du terme pour les gens, mais de toute manière, tu es pas dans la norme, tu es l'exception, et donc du coup, tu vas être chargé de toute une symbolique qui t'appartient pas forcément non plus, et tu deviens un stéréotype aussi, mais comme aussi pour les personnes racisées qu'on renvoie toujours à leurs origines, etc. Tu es la personne racisée qui a réussi dans ce domaine, etc. etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez pesant et qui, des fois, je trouve, Enfin, moi, j'ai l'impression que des fois, ça pouvait m'ôter un peu mon libre arbitre, ou en tout cas, comment moi, j'avais envie de me projeter dans le monde. En fait, on a l'impression, vu de l'extérieur, Ouais. moi je découvre le milieu de la politique, Ouais. et j'imagine qu'il se passe plein de choses même en off, qu'il y a plein de choses qui sont dites, et que c'est peut-être aussi parfois tout un autre monde comme dans plein d'autres milieux, mais j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que en tant que politique, il faut un peu se cacher au niveau de son orientation. Je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont gays, est-ce qu'il y a beaucoup de lesbiennes? Il y en a des lesbiennes moins. Enfin, si tu veux mon impression, en tout cas, j'en sais rien. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins. Mais par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés gays. Mais effectivement, ils en parlent peu. Et je sais, il y en a quand même, je pense qu'ils sont quand même dans le placard, en fait. Enfin, C'est dommage, parce que c'est quand même aussi représentatif. Les élus sont censés être représentatifs des citoyens. Oui, tout à fait. Ils représentent la République. Tout à fait. Mais je pense que parce que justement, il y a un traitement médiatique, il y a une catalogue, ouais, on te catalogue, justement, je pense qu'il y a aussi peut-être des fois une crainte que les gens se disent, ah bah du coup, c'est pas qu'il me représente pas parce qu'il est homosexuel, mais parce que du coup, on voudrait te faire parler que de ça, on voudrait que tu t'exprimes que sur ça, alors que tu es là pour t'exprimer pour les problématiques de tout le monde. Et c'était ma crainte, en fait. C'était ma crainte, du coup, d'être la 3e ou 4e lesbienne connue en politique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et que du coup, voilà, les médias me posent des questions que sur ça, que sur les réseaux sociaux, je sois sommée en permanence de m'exprimer sur ça, alors que j'ai des gens à défendre sur ces questions-là, mais aussi sur des questions de pauvreté, sur des questions de perte d'emploi, sur des questions d'islamophobie, de racisme, de tellement de choses, ou même des retraités voilà, qui sautent des repas. Enfin, tout ça, je voulais être capable de le porter, et j'ai eu cette crainte. Et peut-être qu'en fait, c'est une crainte infondée, et peut-être que je devrais en parler plus souvent, parce qu'en fait, on ne va pas me ramener à ça en permanence. Ah non, tu vas voir, on a plein de sujets à aborder ensemble. Non, mais c'est pas du tout. En plus, je suis contente d'en parler, parce que je suis contente parce que là, c'est dans un format en plus qui permet de le faire. Mais ça a été ma crainte par rapport à la sphère médiatique. Je voulais pas qu'à chaque fois qu'on me tende un micro, on me dise, alors, ça vous fait quoi d'être la jeune femme députée lesbienne du coin, quoi. Et c'est évident d'être députée, d'être investie, d'être militante et d'avoir une vie amoureuse? Non. T'as quelqu'un? Ouais. Depuis longtemps? Ça va quasiment faire 6 ans. Ah oui! Ouais. Ah oui, d'accord. Mais c'est une lutte, c'est pas une lutte entre... Enfin, c'est compliqué. Et là, pour le coup, c'est généralisé. Ce que j'observe, on en parle peu, mais la vie d'un député est très, très, très difficile. En fait, ça te prend beaucoup de temps, tu vois. On fait du 70-80 heures par semaine. Quand tu fais bien... En fait, le problème, c'est que tu n'as aucune obligation quand tu es député. Si tu veux aller marger une fois par semaine et ne rien foutre, tu es totalement libre de le faire. Tu n'as pas de patron, tu es représentant du peuple. Donc, tu as aussi ces images qu'on voit souvent de députés qui sont absents, de députés qui dorment, qui ont donné aussi l'impression que les députés ne faisaient pas grand-chose et se gavaient un peu sur l'argent des Françaises et des Français. La réalité, c'est que si tu veux bien faire ce taf, cette mission plutôt, parce que c'est pas vraiment un travail, c'est une mission, c'est extrêmement... ça te prend toute ta vie. Parce que non seulement tu dois être là pour voter les lois, mais il faut que tu ailles voir les gens. Puis il faut que tu ailles voir les gens, pas que pour leur dire c'est bien ce que j'ai fait, il faut que tu les écoutes. Faut que nous, on fait du porte-à-porte, on va chez les gens, il y a des problèmes dont par exemple, les personnes âgées ont vachement mal à parler de leurs problèmes. Elles ont honte en général de dire que ça ne va pas financièrement, etc. Si tu ne vas pas sonner à leur porte, tu découvriras pas qu'elle n'a pas touché sa retraite depuis 2 mois parce que la CARSAT, etc., qu'elle n'arrive plus à payer sa facture d'électricité. C'est des choses, et ça prend évidemment un temps énorme. Et du coup, la vie amoureuse, la vie affective, même familiale, avec les amis, on pâtit beaucoup. Et il y a beaucoup de députés qui se séparent, il y a beaucoup de tensions. Voilà, c'est compliqué, ouais. Vous êtes heureux, les députés Non, mais dans vos vies perso, on parle beaucoup de santé mentale, tiens. Ouais. Est-ce que vous êtes heureux? Alma Dufour, est-ce que tu es heureuse en tant que députée LFI? Tu vas me dire oui. Non, je vais te dire non. Je vais te dire non, si je dois être tout à fait sincère. Je ne sais pas ce que c'est le bonheur à ce stade. Je pense que je suis animée par quelque chose qui est plus fort même que ça. J'ai envie de te dire, je sens, c'est très bizarre, hein,
c'est un peu mystique ce que je vais te dire, mais c'est comme si j'ai l'impression que ça fait quelques années, même avant que je sois devenue députée, j'ai l'impression que je fais les choses parce que je dois les faire. J'ai l'impression que je suis habitée par quelque chose. La folle. Non, mais vraiment. Non, parce Et donc, qu'on est tous habités par notre âme. voilà, exactement. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que ça fait depuis plusieurs années, même avant, quand je militais, même avant que je devienne députée, j'ai jamais su que je deviendrais députée. Ça n'a jamais été un projet, par contre. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, je me suis jamais imaginée là. Mais je me lève le matin, je me suis jamais posé la question depuis plus de 5 ans de pourquoi je suis là, pourquoi je me lève le matin. Je suis traversée par une force qui me fait avancer, qui me fait ressentir des émotions extrêmement fortes, mais aussi des émotions très négatives, parce que je te dis, quand je ressens les émotions des gens, je les ressens fort. Mais tu es face à la violence aussi en tant que députée. Mais déjà, tu es face à la souffrance des autres, et tu es là pour leur redonner de l'espoir, pour les aider, et des fois, tu peux rien faire tant que tu n'as pas le gouvernement en plus, c'est encore pire. Enfin, c'est-à-dire là, on n'a pas eu le gouvernement alors qu'on a gagné l'élection, même si on n'a pas la majorité absolue. C'est pour ça que les gens doivent comprendre que la prochaine, il faut encore plus se mobiliser, parce que si on avait eu la majorité absolue, tout ça n'arriverait pas. Il n'y aurait pas eu moyen de nous contourner. Là, il y a moyen de nous contourner. C'est une violence institutionnelle. Néanmoins, c'est possible parce qu'on n'a pas la majorité absolue. Donc, c'est une semi-victoire, mais il faut aller plus loin la prochaine fois, je le dis. Mais donc, tu reviens, et en fait, les gens, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils sont obligés de faire des crédits pour payer des impayés de factures d'électricité, des régulations, des trucs. Ils ont une vie, mais c'est trop triste, en fait. Donc, déjà, ça, c'est la première violence. C'est la violence que les autres ressentent. Après, toi, tu as la violence que toi, tu ressens à titre personnel parce que tu es une figure exposée. Et la France insoumise, on s'en prend plein la gueule. Enfin, vraiment, on est au premier... Parce qu'aussi, comme je dis souvent, enfin, on ne fait pas de la politique pour baisser les yeux, pour se mettre à genoux sur des valeurs. Moi, voilà, sur la question des violences policières, sur la question de Gaza, du génocide des Palestiniens, même si ça doit me coûter cher, quel serait le sens de mon engagement politique, puisque j'estime que des gens sont en train de mourir et d'être massacrés. Là, je parle de Gaza. Violence policière, c'est un vrai sujet, mais on n'est pas du tout sur la même ampleur quand même de phénomène. Mais quel serait le sens de mon engagement politique si j'en parlais pas, si je me cachais, parce que j'ai peur de prendre des coups, parce que j'ai peur de ne pas être réélue. Est-ce qu'il t'arrive de craquer? Ouais. Un peu. Dans l'intimité? Oui, bah oui. Tu peux pas toujours être la Alma Dufour qui est sur scène en manifestation et qui remonte le moral des troupes. Non, bah non. Et surtout parce que ton rôle, toi, c'est de donner espoir. Et donc, tes moments de peur, tes moments de crainte, tes moments de doute, tu les gardes pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu lâches prise et que tu es toute seule? Je pleure pas beaucoup. Je pleure pas beaucoup, mais par contre, des fois, je suis très en colère. Très, très en colère. Et ça se manifeste comment? Voilà, je suis agressive. Je suis agressive. Mais c'est aussi, en fait, voilà, parce que là, c'était la deuxième phase de ce que je veux dire, c'est la violence qu'on reçoit. C'est-à-dire, il faut quand même imaginer, même si je ne la mets pas sur le même plan que les premiers concernés, les premières victimes. Enfin, j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de vie. Je reçois beaucoup. Enfin, on parlait de la culture du viol dans ton émission tout à l'heure. Informel, qu'on a tourné. Informel, voilà. Maintenant que je suis une femme jeune exposée sur les réseaux sociaux, il n'y a plus cette barrière du réel qui fait que c'est rare qu'un homme ait tenu des propos pareils en face à face, mais là je reçois des fantasmes absolument délirants et je vois tout ça et c'est extrêmement... t'as beau te dire, t'as beau te blinder, t'as beau, voilà, ça agresse, ça attaque et j'imagine que toi, en tant que personnalité exposée, tu dois recevoir aussi Les mots ont un impact. Les mots ont un impact et j'ai lu une étude qui dit qu'apparemment... que le cerveau, les zones du cerveau en fait humain ne font pas la différence entre les mots qu'on te dit dans la vraie vie et les mots que tu lis sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent, d'où le fait que les réseaux sociaux aussi pour les jeunes et le harcèlement passer par Internet et peut faire des dégâts terribles parce qu'en fait, c'est aussi les mêmes zones qui s'activent et tu le prends vraiment violemment. Là, je vois que ça va mieux, je vois que je m'en fous de plus en plus. C'est une victoire... personnel immense, mais au début, j'étais waouh, enfin, ça me faisait peur, quoi. Il y a un super livre qui s'appelle L'art de s'en foutre. Ouais, bah voilà. Mais maintenant, je suis presque arrivée au stade où je m'en fous, presque. Mais je craque encore de temps en temps un petit peu. Tu vois, tu disais en tant que députée LFI, on s'en prend plein la tronche. Moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, en tant que femme politique de gauche et LFI, vous êtes perpétuellement taclée, jugée sur votre physique. Presque du matin au soir, j'ai envie de dire. Je pense à Manon Aubry, qui est largement taclée sur sa coupe de cheveux, régulièrement, sur X. Mathilde Panot, dénigrée pendant ses vacances l'été qui est passé au Maroc, sur ses tenues jugées négligées, sa façon de manger. Rima Hassan, critiquée pour le port de son kéfier.
Pourquoi, Alma Dufour, les femmes de gauche, selon toi, elles sont autant la cible de critiques? Alors, je pense déjà, toutes les femmes sont la cible de critiques. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de femmes, ne serait-ce que des journalistes, alors peut-être aussi plus de gauche que de droite, mais quand même beaucoup de journalistes, mais aussi des chanteuses, des actrices s'exprimer quand même sur le fait qu'elles étaient ramenées à leur apparence physique de façon très régulière. Je pense que peut-être que ça prend une ampleur... donc ça, c'est les hommes, c'est la culture du patriarcat, c'est la manière de faire sentir aux femmes qui ont du pouvoir qu'elles n'ont pas tant que ça, puisqu'en fait, tu restes un objet dans le regard de l'homme, et que tu lui plaises ou que tu lui plaises pas, de toute manière, il te ramène à ça. C'est-à-dire, voilà, moi maintenant, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est elle a une tête à faire du porno, elle traîne dans les caves des cités de je sais pas où, elle est sans doute allée sur des Palestiniens, enfin des trucs, des trucs. C'est voilà. atroce. Ouais, c'est atroce, ouais, mais bon, voilà, c'est chacun son lot de machin, chacun sa caricature et son cliché. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une manière pour les hommes d'essayer de garder leur pouvoir sur les femmes, de continuer cette oppression millénaire que de la ramener au rang d'objet, en fait. Et c'est particulièrement le cas, parce que souvent sur les réseaux sociaux s'expriment beaucoup des gens d'extrême droite. Et c'est aussi dans la culture de l'extrême droite beaucoup plus fort de ramener une forme de domination masculine, même si c'est Marine Le Pen qu'ils ont comme figure de proue. En fait, au fond, dans la matrice idéologique de l'extrême droite, il y a la famille traditionnelle, il y a une femme plus soumise à l'homme. Il n'y a qu'à voir l'influenceuse, la Thaïs Descuffon, ce qu'elle raconte sur un... Enfin, je ne sais pas si tu vois, elle est complètement dingue, mais ce qu'elle raconte, voilà, sur le rôle de la femme, la bonne épouse, etc. Enfin, ça revient en force. Et donc, du coup, chez les mecs d'extrême droite, c'est encore plus violent, et ils vont tout de suite directement à essayer de te resoumettre et à utiliser l'arme physique, qui est en fait pour te montrer que tu n'es pas un être humain à la même hauteur qu'eux, parce qu'ils ont beau être sans doute absolument dégueulasses, etc., mais c'est pas grave, eux, ils se posent pas la question de leur apparence, etc. Et donc je pense que c'est particulièrement le cas, effectivement, donc pour les femmes de gauche, puisqu'elles sont la cible des attaques de l'extrême droite. Tu avais fait polémique, hein, Ah à ouais l'époque, ouais, quand tu étais porte-parole d'une ONG, Amis Ouais. de la Terre. Et certains te connaissent aussi même comme ça, au travers de cette polémique, comme la militante d'une ONG qui décroche le tableau du président de la République. Ouais, Hein, d'accord, ouais. C'est vrai. Oui, c'est totalement vrai, j'ai été condamnée pour ça, d'ailleurs. Oui, 500 euros. Ouais, tout à fait. C'est ça? C'est ça. Ouais. Quel était le motif de la condamnation? Vol en réunion. Alors, ça prête à rire maintenant, parce que c'est vrai que de l'eau a coulé sur les ponts, et en fait, ça s'est... Sur les ponts, n'importe quoi, sous les ponts. Et en plus, ça s'est dégonflé, judiciairement parlant. En fait, c'était grotesque. Mais néanmoins, quand ça arrivait, en fait, c'était pendant les Gilets jaunes. Donc au moment, voilà, moi j'ai participé aux Gilets jaunes. Oui, pour moi, ça a été le moment déterminant de ma vie. Et on voulait dénoncer la répression inouïe qui s'abattait sur les gens qui manifestaient, les tirs de flashball, etc. Tout en même temps, et le lier à la question écologique, puisqu'au même moment, Emmanuel Macron renonçait à des engagements écologiques, parce qu'on essayait de tenir les deux bouts, ce qui n'est pas vraiment facile entre le social et l'écologie, pour faire avancer ces deux questions ensemble. Et je pense que c'est toujours la ligne de fond de mon combat depuis toutes ces années, ça le reste. Bref, on est allé décrocher les portraits du président de la République dans des mairies en gilet jaune. Sauf que ça s'est emballé très vite. C'est-à-dire que moi, un jour, je me réveille, pareil, un matin, je me réveille, et puis là, je vois un article du Monde et dit « Le bureau de la lutte antiterroriste a été saisi sur l'affaire des portraits ». Alors je dis « Ouais, je commence à... Ouais. » Ah, t'aurais pu être fichesse comme Raphaël Arnaud. Eh ben, voilà. Non, mais exactement. Enfin, voilà, c'est pour ça, en fait. Les fichesses, en fait, il faut savoir qu'il y a des lycéens qui sont fichesses parce qu'ils ont manifesté devant leur campus, enfin, devant leur lycée. Il y a des gilets jaunes qui ont été fichés pour absolument rien. En fait, ça fiche à tour de bras en France, et c'est un vrai problème quand il y a des justement, on dit, à un moment donné, il faut savoir aussi où sont mis les moyens et comment fonctionne le renseignement en France. Bon, ça, c'est un sujet de fond très important. Bref, mais du coup, on a eu peur. Finalement, effectivement, on a été condamné à pas grand-chose. Mais du coup, j'ai eu un procès. Voilà. Mais tu savais que tu enfreignais la loi? Bien sûr. Bah oui. Et est-ce que tu estimes moral d'enfreigner la loi pour mettre en lumière une cause, pour faire entendre une cause? En fait, je l'ai fait d'ailleurs à plusieurs reprises, mais c'était dans le cadre de ce militantisme-là. Je précise, ça a toujours été des actions non violentes. On n'a jamais touché aux cheveux d'une seule personne. On n'a jamais été même dans l'agressivité verbale. C'était très, très important de marquer une limite infranchissable entre ce que tu fais aux personnes et ce que tu peux faire à des symboles. Ou des biens matériels, mais on n'a jamais non plus fait des trucs de dingue. Donc tu serais pour en souper la Joconde? Bah non, pas la Joconde. Enfin, si c'est sur la vitrine, bon, pourquoi pas. J'ai pas trouvé cette action formidable en termes de sens. Je pense que personne n'a trop compris exactement. Bah, moi, je pense. Mais par contre, non, tu touches pas un tableau de cette valeur-là. Enfin, pour la valeur que ça a pour l'humanité. Enfin, non. Ça, donc le tableau d'Emmanuel Macron n'avait pas de valeur à tes yeux?
Bah, il avait 8 euros de valeur comme marchande. Et effectivement, il n'avait pas, à partir du moment où il reniait ses engagements et où il faisait tirer sur son peuple, ouais, pour moi, il avait pas. C'est ce qu'on a voulu signifier. Et c'est pour ça qu'il s'est mis très en colère et qu'il nous a traînés en justice, qu'il a saisi le bureau de la lutte anti. Mais voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est une longue tradition. Par exemple, les médecins qui pratiquaient illégalement l'avortement et qui le revendiquaient pour faire bouger la loi. En fait, tout ça, c'est censé être temporaire. Ce sont des actions où tu te montres, d'ailleurs, tu montres ton visage, donc tu assumes qu'on vienne te chercher et qu'on vienne te poursuivre. Tu l'assumes, tu assumes ce que tu fais, parce qu'en fait, tu te dis, la loi est injuste, la loi est mal faite, la loi doit évoluer. Et moi, j'accepte de l'enfreindre pour le montrer. Il y a l'Assemblée pour ça. Voilà, ben justement, maintenant j'y suis. Ben oui. Donc maintenant, je ne le ferai plus, évidemment, puisque mon rôle n'est plus de faire ça, mais je comprends les gens qui en seraient réduits à faire des actions illégales du moment qu'elles ne font pas de mal à des gens, pour faire évoluer des lois qui sont bloquées pour des considérations politiques et qui n'ont pas évolué. Et ça, en fait, finalement, dans plein de droits, ça a été des luttes. Voilà, le droit de vote des femmes, enfin, il y a quand même des suffragettes, elles mettaient des bombes. Enfin, je veux dire, la lutte sociale est inhérente à l'évolution de la loi, tout comme le fait qu'on ait une démocratie aujourd'hui, c'est parce que le peuple a pris le pouvoir, c'est pas parce que les gentilles élites leur ont donné la démocratie. Enfin, faut comprendre que c'est toujours un aller-retour entre ce qui est légal et ce que le peuple conquiert, quoi. Dans la limite de ce qui est légal. Pour moi, dans la limite de ce qui est légal, en tant que députée, bien sûr. C'est à partir de fin 2018 que tu prends part au mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, tu es victime de violences policières. Ouais. Tu as essuyé des tirs de LBD, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, J'imagine que ça a dû façonner ton après. oui. Alors, ce qui s'est passé, tu veux que je te raconte les détails? Ouais. Bah, après, en gros, la première fois, c'est arrivé 2 fois. Je précise que ils me sont passés à chaque fois juste à côté de la tête, donc je n'ai pas dû aller à l'hôpital. Je suis extrêmement chanceuse. Je n'ai pas été mutilée, comme des gens que je connais. Donc, la première fois, c'était sur les Champs-Élysées. Et en fait, ce qui est comique, enfin c'est pas comique du tout, mais ce qui est ironique, mais ce qui est la vérité de beaucoup de manifestants, c'est qu'à chaque fois que ça arrivait, c'est pas que j'étais là par hasard, j'étais à la manifestation, mais vraiment je me suis retrouvée, voilà, au milieu de nulle part, voilà, dans des situations. La première fois, en gros, on arrive sur les Champs-Élysées, la station de métro, donc on sort sur les champs. Et en fait, on voit, c'était dingue cette scène. En fait, les CRS barraient tous les Champs-Élysées des 2 côtés. Les touristes ne comprenaient rien. Ils hurlaient, ils couraient pour se réfugier sous les magasins de luxe qui étaient en train de baisser leurs vitrines. Et donc là, on comprend que la police va intervenir et va foncer dans le tas de tout le monde, parce qu'il n'y avait pas d'arrestation, de tri. En fait, c'est ça qu'on reproche au maintien de l'ordre en France, c'est ils tirent d'abord et puis après on voit sur qui est tombé le LBD, quoi, parce que c'est ça. Et donc du coup, on flippe, on commence à courir. Ça balance des grenades lacrymo, etc. Mais c'est des scènes quasiment de guerre. Enfin, je peux dire l'état de peur que tu ressens quand tu te retrouves. Et vraiment, là, on est arrivé comme ça, on n'a même pas eu le temps de se poser la question. Et puis en fait, on se retrouve à courir derrière des jeunes qui courent aussi. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on sait juste qu'il y a des grenades derrière. Et puis d'un coup, là, la BAC nous suivait. Et en fait, nous, on était à la traîne parce qu'en plus, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et en fait, la BAC arrive en entonnoir comme ça, avec des LBD, c'était la nuit, donc il y avait des lasers. Et ils nous disent rien. C'est-à-dire, ils ne disent pas arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Non, ils commencent à tirer. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Mais rien. C'est justement ça, mais comme la majorité des manifestants qui sont blessés en manifestation, c'est ce que j'essaie de crier depuis des années sur tous les plateaux manifestation télé. Acceptée, légale? Les gilets jaunes, je crois que les manifestations étaient déclarées en plus, les actes, mais quelles soient de toute manière, un manifestant qui participe à une manifestation non déclarée, c'est l'organisateur qui est responsable également, mais tu n'as pas à te faire tirer dessus à coups de LBD, c'est totalement interdit si tu n'es pas une menace, et en plus certainement pas dans le visage, comme ça arrivait, quelle que soit la menace, c'est pas réglementaire de tirer dans la gueule des gens, parce que tu peux les éborgner, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, il m'est passé là, donc ensuite je me suis retrouvée face à un groupe d'agents de la BAC qui ont sorti les matraques télescopiques, j'ai eu super peur, je me suis retrouvée à genoux, ils m'ont attrapé le col comme ça, finalement ils m'ont lâché. Donc ça c'était la première fois. Déjà, j'en suis ressortie un peu, voilà, j'ai un ami qui s'est fait, pour le coup, frapper, fort. Et la deuxième fois, c'était à l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes, et pareil, là, pour le coup, il y avait de la casse, il y avait des Black Blocs qui s'en prenaient à je sais plus quoi, et on a senti, et puis il y avait une nasse, on a senti que ça allait vraiment pas mal tourner, enfin, ça allait mal tourner. Et donc, pareil, mais là, ce qui est terrible, c'est ça, c'est qu'en fait, on est sorti de cet endroit, de la place d'Italie, et on se retrouve pareil, une foule de gens
sur le boulevard de l'hôpital, bon, à attendre un peu, voir ce qui se passe, mais pas du tout au milieu des tensions. La brave M arrive, tu sais, c'est des gens à moto. Voilà, cette fameuse brigade dont on demande la dissolution parce qu'ils sont très violents et ils sont responsables de beaucoup de drames en manifestation. Et là, pareil, ils s'arrêtent et au lieu de continuer là où il y avait de la casse, ils se mettent en position devant nous. Ils commencent à nous tirer dessus. Et on est, sans déconner, une quarantaine à avoir fini dans un café, mais terrifiés. Il y avait des journalistes, les gens hurlaient. Enfin, c'est ça qu'on a vécu pendant les Gilets jaunes. Et c'est ça qui n'a jamais été pris en compte et raconté vraiment par les chaînes télé, je vais dire, les BFM, les CNews, etc. Et ils ont caché ça. Ils ont caché ça. Et dans quel intérêt ? Parce que déjà le gouvernement avait besoin de la... En fait, il y a une dépendance du gouvernement à la police dans le cadre d'un mouvement social qui est très intense et très fort. Le gouvernement a eu peur. Mais même les citoyens, en vrai. La police, c'est un besoin. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est clair et net. Mais là, en fait, là, c'est une dépendance qui est telle que quand il y a des abus, des bavures, quand il y a des comportements qui ne sont pas normaux et qui enfreignent clairement la loi, comme je dis, éborgner quelqu'un à coup de LBD, ce n'est pas légal. Ne pas porter son numéro d'identification, ce n'est pas légal. Et pourtant, en manifestation, c'est monnaie courante. Être violent sans raison, ce n'est pas légal. Bon, bref, enfin, voilà. Mais ils ne feront rien parce qu'ils ont tellement eu peur de la colère du peuple qu'ils avaient besoin de la police comme tampon. Et j'en ai parlé, pour être tout à fait honnête, et je m'en fiche de le dire à Mathieu Vallée. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, mais je veux bien que tu m'expliques. Mathieu Vallée a été candidat au RN sur la liste du RN pour les européennes. J'imagine qu'il a été d'ailleurs élu eurodéputé. C'était l'ancien porte-parole des commissaires de police, enfin, d'un syndicat de commissaires de police. Et il m'a dit, mais la seule chose où je te rejoins dans son analyse, c'est que le gouvernement s'est servi de nous comme tampon pendant les Gilets jaunes et s'est servi de la police pour mater la classe ouvrière, quoi. Et donc, du coup, on est dans une situation problématique où, en fait, on ne veut pas avancer sur cette question-là, où tous ceux qui dénoncent pas du tout la police, les policiers en tant que tels, mais le fait qu'il faut à la fois qu'ils aient des meilleures conditions de travail, qu'ils soient mieux traités, plus respectés, mais qu'on ne peut pas tolérer les bavures et les abus pour avancer dans le rapport police-population, sont taxés des pires horreurs, d'être anti-flics, etc. Et ça dure depuis des années, et on est un des pays avec le plus de problèmes de violence policière d'Europe. Est-ce que tu es anti-flic, Alma Dufour ? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que je le vois, par exemple, dans ma circonscription, évidemment. Enfin, c'est un vrai problème, par exemple, que le commissariat qui intervient la nuit, il est à Rouen. Moi, c'est pas Rouen, ma circonscription. Ça veut dire qu'ils doivent faire de la voiture pour arriver. Il y a des gens qui ont peur. Il y a plein d'agressions qui ne sont pas traitées parce qu'il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de présence policière. Nous, on veut une police de proximité en plus. On a cette caricature de la gauche qui serait complètement aveugle à ce qui peut se passer au flip des citoyens, voilà, quand ils rentrent seuls le soir, quand ils ont peur de se faire agresser, etc. Non, pas du tout. Par contre, la police ne peut pas ni être assise, ni mutiler des manifestants dans un état de droit. C'est tout simple, en fait. Mais est-ce que la police, et là je vais parler de vote, d'intention de vote, d'électorat, est-ce qu'un policier ne va pas plus avoir tendance à voter droite, extrême droite, RN, parce qu'ils se sentent encensés, parce qu'ils se sentent accompagnés, parce qu'ils se sentent reconnus dans leur fonction, là où LFI va avoir tendance à leur taper dessus? Alors, on ne leur tape pas dessus. On tape sur l'impunité. Mais c'est normal, ils se défendent comme une corporation. Il y a une logique de groupe qui est très très forte dans la police. Et d'ailleurs, c'est souvent raconté par des gens quand sont sortis. Il y a souvent des témoignages aussi d'ex-policiers qui disent en fait, moi je suis rentrée dans la police, j'étais de gauche, mais finalement, en fait, il y a une ostracisation aussi si tu parles trop, si tu critiques trop les méthodes, si tu ouvres trop ta bouche. En fait, tu deviens un peu le mouton noir et finalement, tu rentres dans un rang qui est très très solidaire. Les policiers sont très solidaires entre eux et j'imagine que comme leur métier est très difficile aussi, ça pousse à ça. Le RN a choisi la voie facile, c'est-à-dire de pas vouloir voir une partie des problèmes et de dire voilà, de les encenser quoi qu'ils fassent, voilà. Et l'extrême droite dans ses pires excès comme Jean Messia qui ouvre une cagnotte pour un policier qui a tué un jeune de 17 ans, enfin voilà, Naël, et qui a récolté plus d'1 million d'euros. Enfin, c'est terrible, on en est arrivé en France, mais nous, en fait, le fait de dire ça nous fait, les médias, du coup, répondre anti-flics. Et ils empêchent tout débat sensé sur le fond depuis des années
parce que, comme je le dis, il y a une logique où en fait le gouvernement macroniste, qui est soutenu pas mal d'éditorialistes de BFM TV, etc., les milliardaires qui détiennent BFM, notamment CNews, c'est encore autre chose, c'est Bolloré, mais globalement, ils ont besoin de la police pour les défendre en cas de mouvements sociaux qui dégénèrent et quand les Français sont pas contents, et donc du coup, ils leur passent tout. Y compris même pendant la réforme des retraites. Hein, ils ont négocié de ne pas toucher à certains avantages pour les policiers, justement pour pas qu'ils soient dans la rue aussi. Enfin, il y a quand même cet intérêt. Et ça, c'est de la nuit des temps que ça existe. Enfin, c'est pas nouveau non plus. Hein. C'est les policiers qui sont souvent issus des classes populaires sont utilisés aussi comme tampons par les puissants contre une partie. Et moi, j'aimerais qu'on puisse avoir ce débat, mais sur les chaînes télé, c'est impossible. C'est impossible. Et je le regrette parce que je pense que c'est un sujet trop grave pour qu'il soit caricaturé à ce point-là aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être insoumise pour toi? Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a généralement en communication, en marketing, on dit qu'il ne faut pas utiliser des mots négatifs pour se définir. Et là, pour le coup, ça s'appelle la France insoumise. La négation est là. Ouais. Oui, je vois ce que oui, c'est vrai. Pour moi, c'est ce que je te disais. Ça veut dire qu'on fait de la politique avec les valeurs. On est jeune aussi, on est la plus jeune formation de gauche sur le paysage, qui peut prétendre en tout cas accéder au pouvoir, on va dire dans les très grosses formations de gauche qui composent le nouveau Front populaire, etc. Je pense que du coup, on arrive aussi avec un recul critique sur les erreurs du passé qui ont pu être faites par d'autres formations de gauche. Et notamment, sur nous, on se base sur le fait que la gauche a beaucoup déçu pendant notamment le quinquennat Hollande, quand elle n'a pas été assez loin sur le social, je ne dis pas que tout était simple, je ne dis pas que c'est, quand tu es au gouvernement, que c'est facile de réaliser tes promesses, mais néanmoins, elle a donné l'impression à une partie des gens qu'elle avait abandonné sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de ta vie va s'améliorer, les conditions de travail, et que globalement, c'est vrai, depuis 20 ans, l'inflation... C'est ça la donnée dominante. Depuis 20 ans, en fait, pendant qu'on parle d'améliorer un peu la vie des gens, l'inflation, elle a sur le logement, 126% en plus les prix du logement en 20 ans. 29% les salaires. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi les gens ils sont dégoûtés. Hein. C'est mathématique. Il y a 20 ans, ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. C'est simple. Et la gauche a été impuissante. Parce qu'elle ne s'est pas attaquée au fond, parce qu'elle a eu peur de froisser les intérêts des multinationales. C'était aussi un grand mouvement mondial aussi. Hein. Enfin voilà, tu avais toute la mondialisation, la libéralisation des échanges, enfin voilà. Et les multinationales te faisaient comprendre que si tu n'es pas de leur côté, ça ne va pas très bien se passer pour toi. Et que les Français, ils ont aussi envie de consommer, et que du coup, il faudrait quand même qu'ils puissent consommer leurs produits. Enfin voilà, tout ça est compliqué. Néanmoins, voilà, être insoumis, c'est faire revenir vraiment ces valeurs-là au fond et se battre pour des valeurs, quelles que soient les difficultés et ce qu'on peut raconter de nous à la télé, par exemple, dans des espaces qui sont contrôlés par des adversaires. Parce que les milliardaires n'ont pas intérêt à ce qu'on arrive au pouvoir. Il va falloir le redire et le redire. Mais ceux qui possèdent BFM TV, comme celui qui possède CNews, ils préfèrent le RN au pouvoir que nous. Enfin, mais pourquoi concrètement? Mais parce qu'on va augmenter leurs impôts. Mais c'est une histoire de thunes. Vraiment, c'est très prosaïque. C'est une histoire de gros sous. Mais ils sont milliardaires. Mais bien sûr qu'ils sont milliardaires. Oui, enfin là, c'est plus Drahi, mais c'est M. Saadé qui est quand même le nouveau patron de BFM TV, qui est à la tête d'une des entreprises qui a fait le plus de bénéfices pendant la crise de l'inflation. C'est de ça qu'on parle. M. Bolloré, il est milliardaire aussi. Ces gens-là, en fait, ils nous voient. On est leurs pires adversaires. On veut leur reprendre un peu de leur fric. Hein. Enfin, vraiment, c'est ça. Hein. C'est vraiment aussi simple que ça, sauf que nous, on a décidé de ne pas baisser les yeux et de ne pas se dire comme certains, va peut-être pas falloir trop parler de ce sujet-là, parce qu'on sait tout de suite que les médias vont nous traiter de communautaristes, d'anti-flics, de ci, de ça, et on essaie de toujours défendre ce qui nous semble juste. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on dit l'insoumission, c'est-à-dire qu'on refuse de baisser les yeux. Pour être insoumise, est-ce qu'il faut avoir déjà été soumise ou soumis? Ah, oui, je pense. Enfin, peut-être pas à titre personnel, quoique, si, je pense que tout le monde est à un moment donné soumis aux réalités du système et s'est senti exploité dans sa vie et s'est senti exploité dans des rouages qui ne contrôlaient pas, la pauvreté, le manque de perspective, le désespoir. Tout le monde se sent... c'est ça aussi que je me disais. En fait, les Françaises et Français, par moments, se sentent soumis dans leur existence. Tu es soumis quand tu n'as pas le choix d'aller bosser dans un travail qui ne te plaît pas du tout, avec des horaires très difficiles, avec un salaire qui ne te permet pas après le 10 du mois, tu es déjà à sec sur ton compte en banque. Ça, c'est une sorte de forme de soumission. C'est vécu comme ça. Et donc, de dire qu'en fait, ça peut être autrement. C'est ça qu'on dit. Insoumis, c'est ça. C'est de dire que ça peut être autrement. Et oui,
on a été soumis, voilà, comme je disais, les grandes multinationales, comme partout dans le monde d'ailleurs, la France n'est pas une exception, ont réussi à soumettre les Françaises et les Français en leur faisant accepter, du coup, voilà, cette inflation, ces conditions de travail qui se dégradent, ou en tout cas cette vie qui ne s'améliore plus, ce pouvoir d'achat qui part dans le décor, ces services publics, dont l'hôpital, par exemple, qui s'effondre. Ça, c'est une forme de soumission parce qu'on peut faire totalement autrement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Allez. avec le champ lexical que la France insoumise utilise? Ouais. Dans vos discours, on entend des mots comme combat, lutte, notre méthode, ne pas hésiter à recourir au rapport de force et à la désobéissance. Sur les plateaux, il y a les membres du parti qui n'hésitent pas à crier leur colère en utilisant des termes tels que assassin, monstre, visant des politiques adversaires. Est-ce que c'est pas un problème? Alors, là aussi, déjà, bon, la colère, je pense qu'elle... je vais aller sur le registre de la colère et après des questions des anathèmes, parce que moi, parce qu'il y a des mots excessivement durs qui sont utilisés pour qualifier la gauche depuis des années de la part de la droite, mais on le relève jamais. C'est-à-dire, je sais pas si tu te souviens, mais quand les Verts avaient gagné les municipales, enfin en tout cas était une force qui avait gagné des très grandes villes aux municipales, on les traitait de Khmer vert, d'ayatollah vert, enfin on mélangeait des mots, nous on était les terroristes de la NUPES, les éco, c'est des mots au but, jamais nous on a traité des opposants de droite de terroristes intellectuels. Enfin, ils n'hésitent pas à utiliser un champ lexical qui est extrêmement lourd et lourd de conséquences sur la manière dont on est perçu, même les grévistes qui sont des preneurs d'otages, enfin tout ça en fait, le camp de gauche est régulièrement fait l'objet d'attaques très très dures du camp de la droite, mais c'est jamais relevé justement, encore une fois, par l'élite médiatique qu'on connaît. Enfin, donc il y a aussi ça. Par contre, sur la question de la colère, effectivement on est en colère et on le fait savoir. Je vais envie de dire c'est une émotion qui n'est pas partagée par tout le monde, c'est vrai, mais qui est partagée beaucoup par les classes populaires. Les classes populaires, je ne veux pas faire il n'y a pas une classe populaire, mais quand même globalement l'émotion que ressentent les gens, si ce n'est pas la résignation, c'est de la colère profonde. Et souvent ça va ensemble. Et on l'a vu pendant les Gilets jaunes, hein, les gens ils se sont exprimés avec colère pendant les révoltes après la mort de Naël. Les jeunes qui sont sortis, c'est de la colère. Il y a de la colère chez les Françaises et les Français qui galèrent. Et peut-être par contre que c'est une émotion qui fait peur effectivement à ceux qui sont un peu mieux. Je dis pas des très riches, hein, mais juste des classes moyennes qui se disent bon, c'est peut-être pas exactement ce que je voulais, etc. Mais qui se sentent un peu dans une autre type d'émotion et dans la crainte et qui ont plus peur que de la colère. Et donc tu peux pas, en fait, le registre lexical et l'émotion que tu véhicules, elle correspond pas forcément au ressenti de toutes les classes sociales en même temps. Mais à l'inverse, une gauche plus calme s'adressera plus facilement aux classes moyennes qui ont surtout peur et qui ont besoin d'être rassurées, mais ne parle plus du tout aux classes populaires parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont à côté en termes d'émotion de eux, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont envie de crier au monde en fait. Et ça, c'est malheureusement, c'est sans doute des synthèses qu'il faut réussir à faire et c'est ça qui est beau dans le nouveau Front populaire, c'est qu'on arrive à proposer une seule union, un seul programme, mais avec des registres d'émotions qui ne sont pas les mêmes et qui ne vont pas faire voter pour les mêmes raisons. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est peut-être ça la force aussi d'avoir une union, justement, de partis différents qui n'ont pas ni les mêmes méthodes, ni totalement les mêmes mots et les mêmes émotions. J'aimerais te faire réagir à des clichés qui tournent sur LFI et tu me réponds du tac au tac. Vas-y. Ok. Premier cliché. LFI est antisémite. Faux. Absolument faux. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui a été tellement matraqué. C'est atroce. Là, pour le coup, comme parler de la violence, quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, moi, cette année, c'est de me retrouver face à cette étiquette. Jamais de ma vie, j'ai imaginé pouvoir être traitée d'antisémite. Jamais de ma vie, je n'ai entendu un propos antisémite dans le cadre de discussions dans mon groupe chez les militants. Mais je veux dire, ça n'est jamais arrivé, tandis qu'on laisse des députés RN négationnistes, M. Bocaliti qui a tenu une librairie négationniste, il a été réinvesti, réélu, mais bon, bref. Et je trouve ça absolument atroce, comment la propagande, là encore une fois, et le débat médiatique, notamment en France, mais pas qu'en France, il y a d'autres pays, aux États-Unis, évidemment, c'est très compliqué, en Allemagne, pour des raisons qui s'entendent peut-être plus historiquement parlant, c'est très compliqué, mais quand on voit comment le débat est en Belgique, en Espagne, dans des pays européens, qui arrivent à parler de la question de Gaza sans que l'antisémitisme soit brandi à chaque fois qu'on rappelle en fait le droit international, parce que c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on a essayé, en plus d'être fidèle à ce que disait la Cour pénale internationale, à ce que disait la Cour internationale de justice, et
Et c'est absolument terrible, et les gens se font instrumentaliser parce que c'est tellement atroce d'être antisémite, c'est tellement atroce avec l'histoire en plus, voilà, qu'on a connue, avec ce qui s'est passé, avec la Shoah, avec la responsabilité aussi de la France, oui, avec la collaboration, avec tout ce qu'on a fait, en fait, de porter ça. Mon grand-père était résistant gaulliste, enfin voilà, c'est atroce, parce que du coup, des gens sont tellement... Ce mot est tellement dur que du coup, il y a plein de gens qui ont arrêté de réfléchir à cette question, et quand on parle de Gaza, il y a vraiment... On voit soit il y a les gens qui en souffrent dans leur chair de voir ce génocide en cours, ces enfants se faire massacrer, de voir ça sur les réseaux sociaux, et des gens qui disent je veux plus en parler, c'est trop compliqué, on sait pas, et en fait ce matraquage de ce mot-là a réussi à semer une impossibilité d'avancer dans le débat public, ce qui fait qu'aujourd'hui la France est en dessous de tout dans sa position diplomatique. Et franchement, voilà, quand on voit que la Corée du Sud a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, voilà, des grands antisémites, quand on voit voilà, plein de pays, l'Afrique du Sud, voilà, qui est prête même à poursuivre les États-Unis en justice parce qu'ils ne font rien pour ce qui se passe, et que nous, on en est réduit. Tous les gens qui s'expriment pour le droit international se font traiter toutes les 2 secondes d'antisémites. C'est juste insupportable. Autre cliché sur LFI, LFI est pro-islam. En fait, c'est toujours l'inversion des valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas pro-islam, on est contre l'islamophobie, qui est devenue une mode quand même assez bien représentée, je trouve, dans l'espace médiatique, et même maintenant dans l'espace public, où c'est assez facile de dire « Ah, moi, j'ai un problème avec les musulmans, les musulmans, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». On a juste été la seule force politique qui n'a pas justement suivi le sens du vent, qui est là depuis longtemps. Ça fait longtemps que les musulmans sont pris comme bouc émissaire quand même par la droite, l'extrême droite surtout, puis la droite, et puis ça se contamine même jusqu'à la Macronie maintenant. Et sous le regard, voilà, une partie de la gauche qui s'est dit « vaut mieux pas aller sur ce terrain-là parce que les médias vont nous rouler dessus et que du coup on va passer pour justement des pro-islam ». Mais je rappelle, l'origine de ça, c'est qu'on s'est rendu à la marche contre l'islamophobie, où effectivement il y avait des gens dans l'organisation qui apparemment, moi j'étais pas encore à la France Insoumise à ce moment-là, mais qui posaient problème, et sans doute c'était vraiment le cas. Mais on a oublié de parler d'où c'était parti. La marche contre l'islamophobie, elle est arrivée juste après un attentat contre une mosquée commis par un membre du Rassemblement national, un candidat aux élections du Rassemblement national, et ça on n'a plus jamais parlé. Et en fait on a observé à quel point les musulmans étaient constamment pointés du doigt, notamment sur CNews, notamment par un Éric Zemmour en permanence. Et en fait, c'est marrant, mais on dit souvent, voilà, le vote communautaire pour LFI, mais c'est Zemmour qui l'a créé, ce phénomène-là, s'il existe. C'est le fait qu'on ait laissé des personnages comme Éric Zemmour vomir sa haine des musulmans pendant des années, sans rien dire, et laisser se créer cette culture de l'islamophobie en France, qui effectivement, à un moment donné, bah oui, il y a des musulmans qui se disent, bah en fait, les seuls qui au moins ne nous crachent pas dessus, enfin, c'est la France insoumise. Il est responsable, Éric Zemmour, de cette culture de l'islamophobie en France, selon toi ? Moi, je trouve que, c'est pas lui tout seul, c'est aussi les médias qui lui ont donné une tribune. C'est globalement un agenda politique. Encore une fois, je pense qu'on fracture les classes populaires en pointant leurs différences aussi religieuses. On essaie, voilà, typiquement. Ouais, c'est pas que lui, c'est aussi les gens qui l'ont laissé parler et répandre cette haine-là pendant des années, mais il est quand même, je trouve, assez emblématique de ce phénomène-là. Mais je prendrais l'exemple quand même de Gabriel Attal à la rentrée dernière, qui avait lancé la polémique de l'abaya, du port de l'abaya au collège, au lycée, enfin dans les établissements scolaires. Ça a concerné en fait très peu de jeunes filles, finalement, celles qui ont enfreint le règlement. Ils ont envoyé la police chercher des gamines qui portaient l'abaya, et en fait, on ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que c'était aussi un moment où il n'y avait pas assez de profs à la rentrée, il manquait des profs dans les classes, enfin il y avait plein d'heures de cours qui n'étaient pas assurées. Et là, encore une fois, on jetait des polémiques sur les musulmans pour ne pas parler d'autres sujets qui concernaient tout le monde. Et donc c'est un vrai outil qui est maintenant manié de façon récurrente. Et on est quand même, je trouve, ceux qui sont les plus clairs là-dessus et qui refusons cette instrumentalisation et qui voulons garantir aux musulmans comme aux autres religions leur liberté juste de croyance, en fait, tout simplement. Et enfin, autre cliché qui tourne, LFI est anti-chef d'entreprise. Ah oui. Alors ça, c'est vrai. Non, je rigole. Non, justement, en fait, on fait la différence entre... y a pas, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Et la droite a réussi aussi ce tour de force de mettre toutes les entreprises dans le même panier, c'est l'entreprise.
qu'elle soit une multinationale comme Total Energy ou qu'elle soit le boulanger du coin, ils s'expriment au nom des entreprises. C'est les mêmes entreprises. Il n'y a rien de plus faux. Le pire ennemi d'une petite boîte, en général, c'est la grosse boîte qui est son maître, son donneur d'ordre. Enfin, il faut voir comment les grandes multinationales traitent leurs sous-traitants en France, en industriel. Il y a encore là des sous-traitants dans l'automobile qui sont mis sur le carreau par des géants comme Stellantis, ex-Peugeot, qui se font des milliards et des milliards de bénéfices. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est que les grands groupes se gavent de façon historique, et c'est pas que nous, enfin, c'est l'INSEE, c'est prouvé, mais que en fait, il y a une distorsion de plus en plus forte entre le chiffre d'affaires, les bénéfices des très grands groupes et ceux des petites boîtes. Et du coup, ce paradoxe que les Françaises et les Français, des fois, n'arrivent pas à saisir, c'est qu'effectivement, ils peuvent voir le boulanger qui dit bah, « moi, je ne me paye pas de salaire ». Le patron de la PME qui se paye une fois sur deux et qui dit « moi, je ne peux pas augmenter les salaires parce que sinon, moi, je mets la clé sous la porte ». Et ça, c'est une réalité. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut adapter justement les mesures en fonction de la taille des entreprises. Et on essaye de porter ce discours, en tout cas à l'Assemblée, on dépose plein d'amendements en ce sens. Mais effectivement, dans le grand brouhaha médiatique, ce n'est pas quelque chose qui ressort de façon claire, quoi. Mais... Est-ce que tu aimes les chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises? Bah oui. Je vais te le dire parce que moi j'ai rencontré, je pense notamment un ami à moi qui s'appelle Yacine, et on n'est même pas d'accord politiquement, tu vois, je vais te dire. Je suis pas sûre qu'il a voté pour moi, hein, on va être très, très clair. Mais cette personne-là, lui et sa femme, ils étaient anciens ouvriers pâtissiers. Ils ont réussi à monter leur petite boulangerie. À deux, ils se payent 1 200 €, 600 € par personne. Ils se lèvent à 4 h du mat. Ils payent mieux leurs ouvriers qu'ils se payent eux-mêmes. Parce qu'ils ont été ouvriers pâtissiers, ils payent leurs ouvriers 1 700, 1 800. C'est plus que dans les Marie Blachère, les trucs des boulangeries industrielles. Et il y en a plein des gens comme ça. Évidemment, je les aime. Après, les petits patrons de la restauration qui ne perdent pas les heures sup, qui exploitent les gens et qui les virent comme des mafieux, non, je les aime pas. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais exactement. Voilà, mais moi, oui, effectivement. Donc voilà, en fait, il y en a plein des super patrons, il y en a plein des super bonnes entreprises. Bah ouais, bien sûr. Il y en a plein des patrons qui veulent mettre bien leurs employés. Bien sûr. Et se soucier même de la santé mentale. Bien sûr, et je pense que c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire, on propose d'augmenter les salaires, mais pour justement les TPE et les PME, on propose d'accompagner ça. Par exemple, on propose un impôt sur les sociétés proportionnel aux bénéfices. Par exemple, vous, les ménages, on paye tous des impôts en proportion de ce qu'on gagne. Ce n'est pas le cas pour les entreprises, c'est le même taux d'IS. D'ailleurs, c'est même encore pire, c'est que les grands groupes, ils payent encore moins d'impôts que les PME, TPE parce qu'ils ont les crédits d'impôt, l'évasion fiscale et compagnie, ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes le taux d'imposition réel, ils en payent moins. C'est complètement injuste. Et nous, on veut revenir sur ça et donner enfin des marges de manœuvre aux PME, TPE, justement, pour que les patrons qui, en fait, pour la plupart, parce qu'ils sont proches de leurs employés, c'est pas pareil quand tu es le RH d'une boîte de 2000, 3000, 4000 salariés, tu n'es pas proche d'eux, c'est mécanique, c'est froid, c'est terrible. Mais quand tu bosses avec 10 personnes et que tu les connais, tu peux pas, souvent, la plupart, tu peux pas être insensible s'ils ont des galères pour payer leur loyer, quoi. Et donc, c'est ça qu'on veut créer. Recréer plus d'équité économique. Et donc, non, on a un programme plutôt favorable aux TPE, PME, contrairement à ce qui est dit. Et une grande entreprise, une multinationale comme McDonald's, McDonald's, ça, on les aime moins. Qui a pourtant décidé de remplacer le plastique par du carton et du papier. Ouais. Est-ce que c'est une assez bonne avancée en faveur de l'écologie selon toi? Je sais que ça fait partie de tes sujets de prédilection. Pour moi, c'est l'écologie de la touillette, d'arrêter les touillettes à la machine à café, c'est-à-dire c'est des tout petits gestes, je veux dire, il faut se rendre compte de l'impact sur le climat, sur l'écologie, sur les droits humains, sur le traitement des animaux d'une entreprise comme McDonald's, je veux dire... C'est déjà bien. Non, c'est du greenwashing pour moi. Ah. Pour moi, non, vraiment, très bien qu'il l'ait fait, hein, mais déjà, il y a une loi qui est censée avancer justement sur les emballages plastiques, dans la restauration rapide, etc. Donc voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça fait des années, ça fait plus de 15 ans qu'avec ces petits gestes des multinationales, on fait croire qu'elles ont pris conscience de ce qui était en train de se passer et qu'elles vont arriver à se mettre dans les clous suffisamment tôt. C'est absolument pas vrai. Quand tu regardes le bilan carbone de ces multinationales-là, elles ne sont pas du tout alignées avec l'accord de Paris. C'est-à-dire que nous, on débourse des dizaines de milliards chaque année pour essayer de faire la transition écologique et les multinationales, elles sont tenues à rien. Je vais te donner un exemple. Les multinationales du CAC 40, elles émettent chaque année 11 fois plus que la France et les Français.
nos multinationales françaises. T'imagines les rapports, enfin, Total, BNP Paribas et tout ça, c'est un BNP parce qu'ils financent des projets de pétrole, de gaz un peu partout. C'est colossal. Et donc, c'est complètement à côté de la plaque, c'est complètement insuffisant. Et pire, ça donne l'impression qu'il y a des trucs qui bougent, alors qu'en fait, tout recule. Et tous les signaux écologiques sont au rouge. Donc nous, on se passera des petits gestes de greenwashing des multinationales. Ce qu'il faut, c'est qu'elles nous présentent des plans de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre qui soient dans la bonne trajectoire, qui touchent tous les secteurs, pas que les emballages. Ça veut dire la viande, ça veut dire le transport par avion s'il y en a, le transport par camion, qu'elles se démerdent. Et que si elles n'y arrivent pas, elles payent des amendes, en fait. Parce que c'est à ce stade-là qu'on devrait être aujourd'hui. Tu préfères les frites ou les potatoes? Potatoes. Ah. C'est vachement meilleur, non? Mais donc, il t'arrive de manger McDo parfois? Ouais, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Et je stigmatise pas du tout les gens qui vont manger chez McDo. C'est comme quand tu achètes, je sais pas, voilà, on dit ouais, t'as un Apple, voilà, donc. Mais attends, quand j'ai acheté un ordinateur chez Apple il y a 10 ans, je vais pas signer un chèque en blanc pour qu'ils fassent de l'évasion fiscale et qu'ils payent les ouvriers en Chine, 8 € pour un smartphone, qui vont vendre 1200 €. En fait, stigmatiser le consommateur, c'est encore une fois remettre sur chacun la responsabilité du changement, alors qu'en fait, avec des lois, ce serait beaucoup plus simple de régler ces problèmes. Tu ne peux pas demander aux gens qui habitent à côté d'une zone commerciale où il n'y a rien à manger après. Voilà, moi, chez moi, il y a des villes où il n'y a pas de resto. Déjà, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller au resto, les gens. Déjà, même au kebab, après le 10 du mois, c'est compliqué. Je ne vais pas leur gueuler dessus parce qu'ils vont chez McDo, c'est le seul truc qui est ouvert après 20h quand ils sortent du boulot. C'est tout, en fait. Et c'est ce genre de discours-là qui a fait croire à beaucoup de gens des classes populaires que l'écologie, c'était forcément contre eux parce qu'on ne prend pas en compte leur réalité. Moi, je ne vais pas critiquer les gens qui vont manger chez McDo chez moi. Je leur dis juste, voilà, si vous pouvez faire autrement, faites-le. Si vous ne pouvez pas, tant pis. De toute manière, c'est à l'État de prendre en charge des lois pour forcer McDo à se réorienter vers quelque chose qui soit soutenable. Et tu es pour la libération de Paul Watson. Je change complètement de sujet. Totalement. Alors Paul Watson, le fondateur à l'origine de Sea Shepherd, un fervent défenseur des baleines, il s'est fait arrêter sur la base d'une notice rouge d'Interpol émise en 2012 lorsque le Japon l'accusait d'être co-responsable de dommages et de blessures à bord d'un navire baleinier nippon. Pourquoi il doit sortir de prison? Parce que voilà, c'est typiquement, on parlait de la désobéissance civile tout à l'heure. En fait, c'est grâce à des gens comme Paul Watson, à d'autres, voilà, qu'il y a des choses qui peuvent avancer sur des combats d'avant-garde qui, sans ces activistes-là, ne bougeraient jamais. Et à un moment donné, encore une fois, tu parlais de la légalité, etc. Il faut absolument comprendre que la démocratie est perfectible, que la loi est toujours perfectible et que sans ces gens-là qui mettent leur vie en jeu, qui risquent beaucoup pour attirer l'attention sur des causes, pour faire bouger les choses, il y a plein de combats qui n'avanceraient jamais. Je ne me compare pas à lui parce que j'ai fait des actions, voilà, comme tu dis, qui m'ont attiré des procès. J'aurais pu en avoir plus, honnêtement, pour tout ce qu'on a fait. Et je considère que, en fait, voilà, tant que la cause est légitime, et tant qu'il n'a pas dépassé des bornes justement en termes d'atteinte aux gens, etc., il faut respecter ces gens-là comme des héros. Et donc il faut qu'ils soient libérés. Et sans des gens comme ça, on serait nulle part. Encore une fois, le droit à l'avortement, il y a plein de choses qui ont été conquises grâce à des gens comme ça. Merci beaucoup, Alma Dufour. Merci. On te retrouve sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Tu communiques beaucoup, notamment sur la plateforme X, tes convictions, tes idées, tes projets. Insta, TikTok aussi. Pour les TikTok aussi. Oui, TikTok aussi. Oui. Et Snapchat, mais c'est une catastrophe. Là, je n'ai pas encore capté le truc. Mais en tout cas, tu es présent sur tous les réseaux sociaux. Et il suffit de taper Alma Dufour sur Instagram et X, c'est Alma-Dufour. Merci Alma Dufour pour cet entretien. Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle élue de la République ou un nouvel élu de la République, j'espère. Voilà. L'élu mystère. Ben oui, parce que c'est pas fait que pour l'élite, la politique. Non, c'est clair, j'espère. À très bientôt, bye bye.